Alors, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast Notion Life Teach. En particulier, je suis en déplacement pour Noël, donc je suis pas sur mon micro habituel, mais je pense que tu vas pas entendre beaucoup la différence, puisque le micro de mon téléphone, comme je suis pas en voiture, a une qualité, on va dire, passable. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, et je pense qu'on va avoir une discussion relativement longue et profonde, peut-être même un petit peu philosophique, pour discuter de ce sujet, les conséquences que ça va avoir sur le milieu de l'art 3D, de l'art en général, et aussi, et surtout, et c'est ça le plus important, c'est comment toi tu peux réagir face à une innovation comme ça qui arrive d'un coup, et comment tu peux tirer ton épingle du jeu, parce qu'en fait elle est là la vraie question. Donc c'est parti, jingle. Bienvenue dans le podcast de Notion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, l'IA. Ça fait peur, ça donne envie, ça excite, mais en tout cas, c'est clair que c'est un sujet pas mal controversé, et que les gens se bastonnent un petit peu partout pour savoir si c'est bien, c'est pas bien. On sent qu'il y a un truc un peu bizarre dessus. On va essayer de décomposer tout ça ensemble et de se rendre compte déjà ce que c'est l'IA, et ensuite les conséquences que ça va avoir, positives comme négatives. On va essayer d'avoir un argument à la cour de français de première, tu vois. On va définir les idées, on va faire un argument pour, un argument contre, et faire une conclusion. L'idée, c'est que te donner une image un peu plus concrète de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et essayer, je dis bien essayer parce que quand on essaie de prédire le futur, souvent on se plante, mais essayer d'imaginer ce qui peut se passer, ce qui va se passer dans les années à venir, pour que tu puisses, toi, en tant qu'artiste, finalement, essayer de t'adapter en fait au mieux à ça et tirer ton épingle du jeu. Alors tu m'excuseras, je bois mon café en même temps, donc si tu m'entends boire un petit peu, c'est moi. Alors, première question, du coup, première chose à faire, c'est définir, du coup, ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle, du coup, des réseaux de neurones deep learning. Alors, il va vraiment falloir mettre des mots là-dessus, et comprendre ce que c'est, parce qu'en fait, souvent, la plupart du temps, on entend une intelligence artificielle, c'est une boîte noire, où on voit pas trop ce qui se passe dedans. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais c'est pas tout à fait vrai, et c'est simplifier énormément le problème. Et je pense que si tu comprends pas comment fonctionne une intelligence artificielle de base, en fait, tu peux pas comprendre les problématiques qui sont derrière. C'est pour ça que je vois beaucoup d'aberrations, mais j'en parle après. Donc, une intelligence artificielle, et d'ailleurs je vais arrêter d'utiliser ce terme à partir de maintenant, je vais du coup utiliser le terme un réseau de neurones artificiels, parce que c'est bien plus descriptif de ce que c'est réellement. Donc, un réseau de neurones artificiels, c'est en fait un système où on va créer des layers de neurones. Donc un layer, ça va être en gros une liste de neurones, tu vois, une liste de neurones. Alors on va expliquer ce que c'est un neurone. Un neurone en particulier, en fait, c'est simplement un élément qui peut avoir une valeur entre 0 et 1. C'est tout. C'est une variable qui peut avoir une valeur entre 0 et 1. Et cette variable, elle peut être reliée à une autre variable qui peut aussi avoir une valeur entre 0 et 1. Et entre les deux, tu as ce qu'on appelle un poids. Et le poids, c'est simplement un multiplicateur. D'accord ? Et du coup, le poids va multiplier du coup la variable du premier neurone au deuxième neurone. Et en fait, c'est ça, fois autant que tu veux. Donc autant de neurones qui sont reliés entre eux. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est des layers, parce qu'en fait, tu vas avoir des lignes de neurones, et ils vont chacun se relier entre eux avec une autre ligne de neurones à côté. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du deep learning, un réseau de neurones profond, parce que du coup, en fait, ça fait référence au fait qu'il y a beaucoup de layers, donc il y a beaucoup de neurones connectés entre eux. Et chacun des neurones, du coup, peut influencer son neurone suivant, ou ses neurones suivants, parce qu'un neurone est connecté à plusieurs neurones, avec du coup ses poids, et du coup faire évoluer la valeur du neurone qui suit. Alors tu vas me dire, ok, très bien, le fait d'avoir des trucs entre 0 et 1 et qui se multiplient entre eux, c'est quoi le rapport avec la création d'art par mid-journée, par exemple, ou une intelligence artificielle? Et bon, en fait, c'est que c'est le principe qui fait qu'on crée cet art, en fait, parce que alors l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones en sciences de l'informatique, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, déjà depuis les années 80. Et en fait, l'idée vient du fait qu'on a envie, on a essayé de reproduire le fonctionnement du cerveau humain dans un ordinateur. Et on s'est dit, bah voilà, le cerveau humain, il y a des neurones. Ces neurones peuvent être activés ou désactivés en fonction des enzymes et d'autres éléments chimiques qui vont recevoir. Alors je suis pas prof d'SVT ni biologiste, donc je dois certainement faire beaucoup de simplifications ici, mais peu importe. Ça doit être certainement beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, il y a des mecs qui se sont dit, bah, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose au final? Avoir un élément qui puisse être activé ou désactivé en fonction d'une entrée, on sait faire ça en programmation. Ça s'appelle une fonction qui prend une valeur, et en fonction de la valeur, ça renvoie 0 et 1. 0 désactivé, 1 activé.
Et du coup, ça a été les premiers neurones artificiels. Alors on s'est rendu compte que ces neurones artificiels qui pourraient prendre que des valeurs 0 ou 1, c'était un peu limitant, et on n'avait pas beaucoup de bons résultats avec, donc on a plutôt fait des neurones qui peuvent renvoyer une valeur entre 0 et 1, un flottant, et ça nous donne beaucoup plus de valeur, et il y a des chances d'ailleurs que ce soit beaucoup plus proche, enfin les neurones soient beaucoup plus proches de ça que juste activer, désactiver, hein. Tu peux avoir plus une puissance électrique variable dans tes neurones, donc je pense que c'est plus proche de ça, mais encore une fois là je pense que je suis assez dans la divination, hein. Il va falloir vraiment aller plutôt voir quelqu'un qui est biologiste et qui est spécialisé dans le cerveau pour être sûr que je dis pas de conneries, mais dans tous les cas c'est le modèle sur lequel on est aujourd'hui, c'est qu'en gros du coup on crée des éléments qui peuvent prendre des valeurs entre 0 et 1 qui s'influencent entre eux comme un réseau de neurones dans notre cerveau, et tout l'intérêt en fait du deep learning, c'est qu'en fait, on va pouvoir modifier du coup les paramètres de poids de chaque neurone pour qu'ils s'influencent différemment. Okay, alors la vraie question du coup, quand tu as des millions de neurones que tu entraînes, comment tu fais pour modifier ces poids? Parce qu'évidemment, tu vas pas t'amuser à modifier chaque poids à la main. Et là, l'idée, elle est vraiment ingénieuse. On se dit, très bien, en fait, de base, notre réseau de neurones, on peut lui mettre une entrée. Donc en gros, tu vas avoir 3 types de neurones. Tu as les premiers neurones qui vont être les neurones d'entrée. Donc en gros, ce qu'ils vont prendre eux en paramètres, ça va être ce que tu leur donnes en entrée. Donc par exemple, si tu leur donnes du texte, eh ben, ça peut être la valeur de chaque lettre du texte, par exemple. Il faut savoir qu'en informatique, hein, chaque lettre de ton alphabet a une valeur. Alors je connais pas les vraies valeurs, ça s'appelle la table ASCII. Et en gros, A, ça a la valeur 1, B, 2, etc. C'est pas ces valeurs-là en vrai, hein, mais peu importe. Et du coup, tu peux donner, hein, tu peux mettre, je sais pas, par exemple, un réseau de neurones qui a autant d'entrées que de nombre de lettres de ton texte, tu vois. Et à la fin, tu lui dis de sortir une image. Donc les neurones de sortie, c'est la valeur de chaque pixel, tu vois. Donc du coup, tu as un neurone par pixel. Et du coup, tu peux tout à fait avoir un système où tu rentres du texte et qui sort une image, tu vois. Et c'est le principe de Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E et des autres. Alors, et le truc, c'est que si tu fais ça et que tu fais le test, hein, ça fait rien en fait. Tu vas avoir un système où tu vas donner du texte et à la fin, lui va te sortir en fait un noise en image. Une image parfaitement aléatoire, et une image parfaitement aléatoire, c'est un noise, hein, c'est une valeur aléatoire sur chaque pixel, donc c'est du grain de couleur. Donc évidemment, ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça. Donc comment en fait on transforme du coup un modèle qui sort que des images en grains, peu importe ce que tu mets en entrée, peu importe le texte que tu lui donnes, en un modèle comme Stable Diffusion ou Midjourney, que tu lui dis fais-moi une femme avec les cheveux roux, et il te sort une femme avec les cheveux roux. Et là, en fait, tout vient le système de ce qu'on appelle de machine learning. Et du coup, le machine learning, c'est le fait de corriger, de modifier un réseau de deep learning, de réseau profond, via l'apprentissage. Et alors, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est l'apprentissage d'un réseau de neurones? Et bah, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu, en tout cas, ce que j'en sais. Hein. Je suis pas non plus data scientist, mais on va dire que j'ai on va dire, quelques notions. L'idée est simple. Tu dois pouvoir modifier les poids de tes neurones, d'accord, sans le faire à la main. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas reproduire le système du cerveau humain sur l'apprentissage, qui est en fait apprendre par l'erreur et la récompense. Et l'idée est très simple, c'est que on va balancer dans ce réseau de neurones un texte et une image. Donc le réseau de neurones a déjà le résultat, tu vois. Et on va lui mettre juste le texte. Il va sortir un noise et on va calculer avec ce qu'on appelle l'algorithme de gradient à quel point le noise est loin de l'image qu'on aurait voulu avoir avec ce texte. D'accord? Donc tu as un couple texte-image, tu mets simplement le texte dans le réseau de neurones et il te sort évidemment un truc complètement aléatoire, du grain nul. Et là, on va faire un calcul qui va nous dire, ok, à quel point le noise est loin visuellement de l'image. Alors ça se calcule assez facilement, il suffit de calculer la différence entre les pixels aléatoires en termes de couleur et la pixel normale. Alors je dis facilement, après, je suis cassé de simple, mais non, c'est un truc qu'on appelle l'algorithme de la descente de gradient, c'est un truc relativement compliqué qui utilise des intégrales, mais peu importe. L'idée c'est qu'on sait le faire, et on sait du coup calculer la différence, ce qu'on pourrait plutôt appeler ici, pour être un peu plus concret, la marge d'erreur qu'il va y avoir entre ce qui sort et ce qu'on aurait dû avoir, d'accord? Donc on lui donne un modèle, et ça, ce qui est bien, c'est que le modèle, du coup, après, une fois que tu as ta marge d'erreur, tu as un calcul qui va assez facile d'ailleurs à utiliser, qui permet de modifier automatiquement les poids de neurones pour que la prochaine fois qu'on lui remette le même texte, il sorte une image un petit peu plus proche de l'image que tu lui avais mis en tête, d'accord? Alors le truc, c'est que si tu fais ça avec une seule image, tu auras à la fin, donc si tu fais plein de fois, tu l'entraînes plein de fois, parce qu'à chaque fois, c'est des petites étapes, ça modifie le poids, mais un tout petit peu, tu vois, c'est pas d'un coup, parce que sinon, tu aurais tout le temps des neurones qui font un seul truc. Enfin, des réseaux de neurones qui font un seul truc. Donc l'idée, c'est que si tu l'entraînes avec qu'un seul couple, texte-image, donc qu'un seul texte et un résultat d'image, bah évidemment, tu auras un réseau de neurones qui saura faire qu'un seul truc. À la fin, il faudra mettre seulement un texte et il va te sortir, du coup, l'image, mais si tu mettras un autre texte, il te sortira n'importe quoi. Un truc aléatoire, donc c'est-à-dire du noise. Donc l'idée, en fait, pour pouvoir avoir un réseau de neurones qui soit un peu plus intéressant que ça, c'est en fait de l'entraîner avec une tonne de couples texte-image. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que tu prends une image, genre un chien, et tu dis, c'est un chien. Et alors, tu peux le décrire, c'est un chien, je sais pas, qui est orange, machin, machin, et tu lui donnes le couple, du coup, c'est un chien orange,
D'accord? Tac, et le résultat du chien, et pareil, il va essayer de modifier ses poids pour avoir ça. Et en fait, tu peux faire ça évidemment avec des millions et des millions de coupes texte-image, et à la fin, c'est comme ça que tu te retrouves avec une intelligence artificielle qui peut prendre un texte, du coup, en entrée, et sortir une image à la fin. Alors, j'aimerais quand même faire un petit bémol là-dessus, c'est pas aussi facile que ça. Il y a, dans les intelligences artificielles aujourd'hui, en fait, il y a deux modèles. Il y a le modèle pour la reconnaissance de texte et le modèle pour créer l'image. C'est deux modèles différents, c'est deux réseaux de neurones différents, parce qu'en fait, si on a essayé de faire avec un seul, et en fait c'est beaucoup trop compliqué de transformer le texte en idée en fait, d'accord? Donc il y a un intermédiaire, mais peu importe. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Et du coup, déjà le fait de comprendre ça, c'est important de se rendre compte en fait que du coup, le fonctionnement de l'intelligence artificielle n'est pas souvent comme je vois ce qu'on pourrait appeler du copier-coller. Là, tu vas me dire, bah si Romain, c'est du copier-coller, tu viens de dire qu'on prend des images, on en donne et c'est pas grave. Mais non en fait. Parce qu'en fait, le système où tu vas donner des millions d'images à l'intelligence artificielle, en fait, elle, comment ça fonctionne à l'intérieur? À l'intérieur, en fait, ces réseaux de neurones vont savoir reconnaître ce qu'on appelle des patterns. Elle va voir, ah ouais, ok, ça c'est un œil, ça c'est des cheveux, ça c'est la forme d'une épaule, etc., etc. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir après, quand tu lui as donné un texte complètement aléatoire, retrouver les patterns en fonction des mots que tu lui as donnés. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est pas exactement de la copie, puisque finalement, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous, quand on cherche à reconnaître quelque chose ou à créer quelque chose, on utilise aussi des patterns. Tu connais la forme d'un œil, donc tu sais dessiner un œil. Tu connais la forme d'un œil, donc tu sais modéliser un œil en 3D. Donc on fonctionne de la même manière, en fait. Donc, je vois souvent ça, du coup, sur Internet, et c'est le premier point que je voulais dire, c'est l'intelligence artificielle ne copie pas. Et j'entends souvent aussi dire l'intelligence artificielle, c'est du collage, donc ça prend des morceaux, ça colle. Non, c'est pas du collage. L'intelligence artificielle ne marche pas en tant que collage. C'est pas genre, elle va pas coller l'œil d'une image et le mettre avec une autre image. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de la reconnaissance de patterns, de formes, dû à l'entraînement. D'accord? Alors, attention, hein, j'illustre en mode, nous on reconnaît le pattern d'œil, mais l'intelligence artificielle ne reconnaît pas forcément le pattern œil. Hein. Elle reconnaît des patterns, quand tu peux les voir, hein, il y a des fonctions d'algorithme pour voir les patterns que l'intelligence artificielle, c'est des patterns, toi tu comprends rien en fait. T'as l'impression que c'est un œil, elle est complètement aléatoire en fait, tu comprends pas ce que veut dire. Mais elle, en mixant ces patterns entre elles, elle arrive du coup à recréer l'image. Donc c'est important de bien comprendre ça, c'est que ce n'est pas du coup du collage, ce n'est pas des copies des morceaux d'images existantes, ça marche pas du tout comme ça. C'est bien le fait qu'on ait un système où les réseaux de neurones sont setupés de telle sorte à ce que tel pattern donne tel résultat dans l'image. Donc ça, c'est important. Donc du coup, tous les gens qui disent oui, l'intelligence artificielle, c'est de la copie, non, techniquement parlant, c'est pas de la copie. Après, pour la question morale, on va en parler après, mais techniquement parlant, ce n'est pas de la copie. C'est le premier truc à bien savoir, c'est pas du collage. Donc, on a un système, du coup, qui peut reconnaître des patterns dans une image, dans un texte, pardon, et les retranscrire à l'image en fonction du dataset sur lequel on est entraîné. Et le premier truc qu'on se rend compte, c'est que du coup, le dataset, donc le dataset, hein, c'est du coup les listes des couples images sur lesquelles l'intelligence artificielle est entraînée, a évidemment une importance capitale sur le résultat de l'intelligence artificielle. Du réseau de neurones, pardon. Tu t'en doutes bien. Et c'est pour ça que Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion, qui sont les trois aujourd'hui réseaux de neurones principaux qui créent de l'image via ce système-là, donnent des résultats relativement différents. Parce qu'ils ont été entraînés sur des datasets, du coup, parfaitement différents. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre, c'est que ce n'est pas magique, ce n'est pas une boîte noire, et c'est pas non plus une intelligence artificielle qui va prendre le contrôle du monde. C'est simplement, en fait, c'est de la compréhension statistique poussée au maximum. C'est exactement ça. Hein. Si tu regardes ce que c'est l'algorithme de gradient en mathématiques, c'est vraiment des statistiques. Donc c'est de la compréhension et c'est de l'application statistique poussée au maximum. On a déjà ces connaissances depuis les années 80, donc ça n'a rien de nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, on a enfin les compétences techniques et surtout le hardware nécessaire pour pouvoir le mettre en place. Avant, on pouvait juste pas en fait. Et on n'avait pas assez de données. C'est grâce à Google, etc. qu'on a pu avoir ces données-là. Et là, il y a une première question qui se pose. C'est une question qui est hyper légitime et je vais tenter d'y répondre. Mais du coup, l'intelligence artificielle, comment on sait sur quel dataset elle s'est entraînée? Et ça, c'est le premier truc, c'est qu'on ne sait pas. D'accord? Aujourd'hui, en tout cas, notamment pour Midjourney, qui n'est pas open source, on ne sait pas sur quel dataset elle s'est entraînée. Et sur DALL-E et Stable Diffusion, DALL-E, je crois que la DALL-E 2 est passée open source, et Stable Diffusion, ça a toujours été open source. Je ne sais pas, aujourd'hui, comment faire pour retrouver le dataset sur lequel elle s'est entraînée. Je suis pas sûr qu'on puisse y avoir accès, peut-être, mais dans tous les cas, c'est tellement énorme, de toute façon, que tu pourrais même pas le choper sur ton ordinateur. Donc, c'est le premier truc, c'est qu'on n'a pas accès à cette information-là. Et là, tu te dis, mais du coup, qu'est-ce qui me dit que ces intelligences artificielles, ces réseaux de neurones, ne se sont pas entraînés sur des datasets qui sont
absolument pas libres de droit, et des artistes qui auraient absolument pas donné et du coup on commence à entrer dans la partie un peu morale, leur autorisation pour ça. Et bah rien en fait, et il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et là, il y a une vraie question, parce que du coup, si tu y réfléchis pas très vite, tu dis, ouais, bah du coup c'est dégueulasse, les artistes ils font leurs œuvres d'art, et leurs œuvres d'art elles sont volées. Alors, et là, je dirais, attention, gros bémol, tu commences à partir dans une direction qui est très délicate. Je t'explique pourquoi. Si tu penses que du coup le fait que le dataset de l'intelligence artificielle se soit entraîné sur des artistes qui sont copyrightés, des œuvres qui sont copyrightées ou qui ne sont pas libres de droit, est un problème légal, alors il y a un gros souci parce que toi du coup quand tu utilises des images qui sont copyrightées en tant que référence pour créer quelque chose, hein, on fait tout ça, on a des tonnes de références d'images, on va tous sur Pinterest pour prendre des références et créer quelque chose, et bah tu fais exactement la même chose. Et il y en a qui disent mais non c'est pas pareil, non si, c'est exactement la même chose, tu vas reconnaître des patterns dans les images pour les reproduire dans dans ta réalisation. Et en fait, du coup, là, on retourne hein, dans cette espèce de limite qui est où est l'inspiration et où est le plagiat. D'accord ? Où est-ce qu'on s'arrête ? La vérité, c'est que chacun a son avis subjectif là-dessus, hein, et que ça n'a pas vraiment de sens de débattre là-dessus, mais peu importe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le système de fonctionnement, de reconnaissance de patterns des réseaux de neurones artificiels sur ces images-là marche de la même manière que toi, quand tu reconnais des patterns donc des patterns, c'est des formes, hein, dans des œuvres sur lesquelles tu t'inspires pour créer tes propres œuvres. Donc, si tu veux interdire l'intelligence artificielle, si tu veux interdire, c'est pas comme si tu pourras le faire, hein, mais si jamais tu es de cet avis-là, de dire voilà, c'est dégueulasse, c'est de l'intelligence artificielle, ça vole les artistes, bah dis-toi que quand tu utilises des références pour créer de l'art, tu fais exactement la même chose. À moins que tu aies demandé l'autorisation aux artistes à qui tu prends leurs éléments sur Pinterest, mais ça m'étonnerait. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre, c'est que du coup, tu peux évidemment avoir l'avis que tu veux là-dessus, ça c'est intéressant. Mais par contre, quand tu as un avis, et c'est ce que je dis souvent, l'avis, c'est pas quand ça t'arrange. L'avis, c'est il faut être cohérent jusqu'au bout. Donc si pour toi, s'inspirer d'œuvres artistiques, c'est du vol, très bien, mais du coup, quand toi aussi tu t'inspires d'œuvres artistiques, c'est du vol. Intelligence artificielle ou pas. Et là, du coup, c'est là que déjà, on va avoir un système où ça fait un peu cringer des dents. Parce que on est en train de comparer le fonctionnement d'un réseau de neurones, donc de quelque chose qui est purement informatique, à un comportement qui est purement humain. Mais le fait est qu'en fait, fondamentalement, c'est la même chose. La problématique est la même. Là, même si globalement, ce qu'on appelle l'inspiration, je pense pas que l'intelligence artificielle, au propre on l'entend, s'inspire, mais elle reconnaît des patterns. Quand tu t'inspires, au final, tu reconnais des patterns. Donc on fait vraiment la même chose, et ça c'est vraiment important de bien le comprendre. C'est que du coup, si tu utilises des références pour créer, et si tu es intelligent, tu le fais, hein, parce que tout le monde le fait, et bah, du coup c'est du vol. Et j'irai encore même plus loin, c'est que la vérité, c'est que personne est 100% original. La vérité, le seul truc que nous on sait faire en tant qu'être humain, c'est se souvenir des expériences qu'on a vécues dans un passé proche ou lointain, les remélanger entre elles et créer quelque chose de nouveau avec. Ça veut dire que j'ai vu un tableau de Van Gogh il y a pas longtemps, puis j'ai vu un film Avatar 2 il y a pas longtemps, tiens, j'ai vu des trucs intéressants dans ce film, j'ai vu que ça c'était vachement beau, ça c'est vachement beau dans Van Gogh, puis j'aime bien aussi ce tableau là que j'ai vu il y a pas longtemps, je sais plus de quel artiste c'était mais c'est vachement bien, paf, hop, je prends, j'aime bien ce pattern là, paf, et je crée une œuvre d'art originale avec. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu as utilisé des références sans même t'en rendre compte. Tu as utilisé des reconnaissances de patterns sans même t'en rendre compte. Donc la vérité, en fait, c'est qu'en tant qu'être humain, en fait, depuis le début de la nuit des temps, on crée comme ça. Et toutes les personnes qui pensent qu'elles sont originales, c'est-à-dire qu'elles créent quelque chose à partir de rien, spoiler, c'est faux. C'est impossible en fait de créer quelque chose à partir de rien. Tu peux essayer de faire l'expérience, reprends une de tes œuvres d'art et essaie de trouver quelque chose dedans où tu t'es pas inspiré d'un truc que tu connais déjà. Et c'est impossible. Et c'est normal, en fait. Il n'y a rien qui apparaît comme ça du néant, en fait. C'est franchement ridicule de penser comme ça. Et du coup, en fait, on fonctionne comme ça dans tous les aspects de notre vie, et notamment dans les aspects créatifs de notre vie. On part, en fait, des choses qui existent déjà, et on les modifie, on les mélange avec d'autres choses, et c'est simplement ça qu'on fait. C'est pas plus, pas moins. Et ça, je veux vraiment que tu comprennes ce concept-là. C'est que si tu considères que l'IA, quand elle fait de l'entraînement sur des couples images-texte, c'est du vol. Alors toi, quand tu fais de la reconnaissance de pattern, de manière naturelle, hein, tu le fais tout le temps, c'est aussi du vol. Et du coup, évidemment, tu te rends bien compte que si on pousse ce raisonnement à l'extrême, ça tient plus en fait. Il y a un moment, je veux dire, ok, ça va, je regarde un film, en fait, je suis déjà en train de voler, tu vois, parce que je vais me souvenir de ce que j'ai vu. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, du coup, à ce moment-là,
si c'est si logique, pourquoi c'est si cringe? Et le fait qui fait que ce soit cringe et que ça dérange tant de personnes, c'est qu'on parle d'une IA, on parle de quelque chose qui est informatique, on parle pas d'un être humain. Si on avait un artiste, un être humain qui savait faire ça, d'accord? Quelqu'un, t'imagines, tu lui arrives, tu lui donnes un texte et il te refait une image hyper belle, hyper forte et qui arrive à copier n'importe quel style d'artiste, etc. Si c'était un être humain, ça nous dérangerait pas du tout. Ce serait le nouveau génie, tu vois, du 21e siècle, le nouvel artiste de fou, ce serait incroyable, tu vois. On dirait, oh, c'est un truc de fou et tout. Ça nous dérangerait pas. Ce qui nous dérange, c'est que ce n'est pas un humain. Et là est le souci. Mais maintenant, quand tu pousses le truc au plus loin, j'ai envie de dire, et alors? Le fait que ce soit un humain ou pas, qu'est-ce que ça change? Et là, du coup, on arrive sur le deuxième gros point noir que j'ai vu passer pendant longtemps, avec lequel aussi je suis pas d'accord, c'est pas compliqué, de l'art qui n'est pas fait par un humain, ce n'est pas de l'art. Et là, en fait, je pense que les gens, quand ils disent ça, ce qu'ils veulent dire, c'est je vois pas pourquoi j'apprécierais de l'art où il n'y a pas eu de travail dessus. Alors, déjà, premièrement, je pense que c'est une grosse erreur de penser qu'une intelligence artificielle qui crée de l'art, il n'y a pas de travail dessus, en fait. Il y en a eu, mais en amont. Hein. Créer un réseau de neurones comme Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E, crois-moi, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est des choses qui demandent énormément de temps et c'est très très difficile. Donc déjà, il y a eu beaucoup de travail dessus. Donc premièrement, déjà, ça marche pas comme argument. Mais deuxièmement, peu importe, je peux comprendre le concept de oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Quand tu mets un prompt, d'accord, un texte, et que tu as une image qui sort, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a travaillé pour créer l'image. Et ça, c'est vrai. Et du coup, je vois pas pourquoi j'apprécierais cet art-là, puisque, en fait, moi, j'apprécie le travail et la recherche artistique qu'il y a derrière. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais je vois pas le rapport avec l'IA. Je vois pas le rapport avec l'IA, puisque IA ou pas, je vois pas en quoi le fait que l'IA est arrivé, ça te permet plus d'apprécier l'art de quelqu'un qui est un humain. Je veux dire, le fait que l'IA arrive et crée des images et des réalisations numériques, qui soient plus ou moins jolies et plus ou moins réalistes, ou plus ou moins même belles en général, en quoi ça t'empêche de toujours apprécier le travail d'un humain sur une œuvre d'art et ses recherches techniques, et d'apprécier en fait la quantité d'investissement qu'il y a dedans? Ouais. Je veux dire, c'est pas parce que l'IA est arrivé que tous les artistes vont disparaître, hein. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est pas comme ça que ça se passe dans tous les cas en fait. Alors, évidemment, on va me dire, oui, mais Romain, tu comprends pas, ça démotive. Et là, je peux comprendre. Je peux comprendre cet argument de, ok, c'est vrai que du coup, je vois une IA qui sait faire un truc super propre en 3 secondes, en vrai c'est 60 secondes, mais peu importe. Je veux dire, qu'est-ce que ça me fait chier d'apprendre à dessiner, tu vois. Mais la vérité, encore une fois, c'est vraiment, quand tu réfléchis comme ça, c'est que t'as vraiment pas compris le problème, en fait. Quand on crée des outils comme ça, c'est comme si je te disais ça, tu vois. On va faire le parallèle avec l'invention de la voiture et l'arrivée de la voiture dans les villes il y a plus de 100 ans, un peu moins de 100 ans. Avant, du coup, pour se déplacer dans les villes, il n'y avait pas de voiture, on utilisait des calèches, d'accord. Et les mecs qui conduisaient des calèches, ils avaient appris à conduire des chevaux, tu vois, ils avaient acheté leurs calèches et tout. Et quand les voitures sont arrivées, les mecs de calèches, ils se sont dû se dire, mais putain, mais c'est dégueulasse, les gens, ils ont rien à faire, ils peuvent conduire une voiture directe, et puis nous, du coup, on n'a plus de calèches. Bah ouais, et là tu te dis, bah du coup ça va démotiver les nouveaux d'apprendre à faire du cheval et à coller des calèches, et du coup tout le monde il serait la voiture. Bah ouais. Et j'ai envie de dire, et alors, est-ce qu'aujourd'hui tu peux toujours pas avoir ta passion de faire du cheval, tu vois? Bah si, d'accord. Et là, c'est là que j'arrive, c'est que par contre du coup, ici, l'avènement de ces intelligences artificielles, de ces réseaux de neurones, va avoir un impact, non pas du coup sur les passions et sur le fait d'être motivé, parce qu'il y a des intelligences artificielles qui sont là, que tu peux plus dessiner, que tu peux plus avoir une passion, que tu peux plus faire de l'art toi-même. Par contre, et c'est ça que c'est important, ça va changer l'industrie. Ça, c'est clair et net. Ça va avoir un impact énorme sur l'industrie, c'est déjà en train d'arriver d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, demain, si tu es une société et que tu as le choix pour faire tes concept art entre un artiste et une IA, il y a des chances que tu prennes l'IA parce que c'est moins cher, plus rapide et plus efficace. D'accord? Alors, je parle dans un futur proche, parce qu'encore aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, l'IA aujourd'hui n'est pas encore assez précise et pratique pour pouvoir faire le concept art d'un film, par exemple. En tout cas, pour ce que j'ai testé, j'ai quand même été assez loin et je continue à travailler dessus. En fait, ça reste pas encore assez précis pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc ça suffit pas du tout à remplacer pour l'instant le concept artiste. Je pense que ça va venir. J'espère que les concept artistes qui m'entendent sont pas trop deg. Peut-être que vous êtes pas contents et que vous me haïssez, mais bon, je ne fais que dire une vérité, les gars. Hein. Que vous soyez pas contents ou pas, ça change rien. Mais dans tous les cas, pour l'instant, aujourd'hui, je pense pas que l'IA a la flexibilité nécessaire pour pouvoir remplacer ce métier-là pour l'instant. Mais c'est clair que c'est en train d'arriver.
Donc maintenant, et je pense qu'une des vraies peurs, elle est là, c'est que oui, tu vas peut-être perdre ton boulot, ou tu vas peut-être commencer à te former sur un truc, et tu vas te rendre compte en fait, que ce boulot va disparaître. Et là, je comprends ton angoisse, mais en fait, ça reste la loi de l'innovation, en fait. C'est des choses qui existent depuis des années, et c'est pas toi, dans ton petit canapé, qui pourra changer ça. Et ça, je pense que c'est vraiment important de bien le comprendre. Quand les effets spéciaux 3D sont arrivés, 80% des boîtes qui faisaient du maquettiste et de l'effet spécial physique, du coup, donc pas numérique, et bah, se sont pété la gueule. Et une tonne de personnes dans le milieu de l'art, notamment de l'art hollywoodien, donc le cinéma, se sont retrouvées au chômage. Et pourtant, aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste 3D, tu fais ce métier-là. Donc tu as déjà volé le travail des gens il y a 20 ans, 30 ans. Est-ce que ça te dérange? Non. Et c'est normal que ça te dérange pas, parce qu'en fait, c'est le principe de l'innovation. À chaque fois qu'une nouvelle innovation arrive, évidemment, ça crée des emplois, et ça détruit d'autres emplois. Et je dirais même encore plus les innovations avancent, plus elles détruisent d'emplois, et moins elles en créent. C'est comme ça, c'est la vie, parce qu'en fait, les innovations, c'est souvent avec le principe de pouvoir automatiser et de faciliter les tâches. Donc évidemment, c'est censé demander moins de travail, et du coup, demander la création de moins d'emplois, que c'est supprimé. Et alors, ça pourrait être une question philosophique, hein, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais en fait, moi, au final, je m'en fous un petit peu, parce qu'en fait, la question ne se pose pas. Que ce soit bien ou pas bien, c'est en train d'arriver et tu peux rien y faire. Et il y a un papier scientifique qui était vachement intéressant, qui est sorti il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, il y a quand même une dizaine d'années, je crois, qui expliquait à quel point c'était impossible d'arrêter le progrès, en fait. Le fait que le progrès et l'innovation est là, en fait, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre des lois en place, le progrès arrive, peu importe, en fait. Ils vont tout le temps contourner, il y a un truc qui se passe, ça arrive, il n'y a rien à faire, en fait. Donc, le fait de commencer à dire, moi, je refuserai cette technologie, je veux pas, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec ça, et comment tu peux t'adapter, en fait, à un changement qui va être aussi drastique. Et bah, la première chose, c'est de vraiment bien comprendre tes outils. C'est pour ça que j'ai vraiment fait un effort au début pour définir et de comprendre comment ça fonctionne, et de comprendre comment tu peux les utiliser, et en fait, de rapidement te poser la question de comment tu vas pouvoir les intégrer à ton workflow. Et l'idée, encore une fois, c'est que là, il va vraiment falloir accepter que tu n'es pas, d'accord, si par exemple tu es concept artiste, ta valeur intrinsèque quand tu travailles pour une société, ce n'est pas ton style de dessin. Ce n'est pas le fait que tu saches dessiner. C'est ce que tu peux amener en plus de ta propre expérience et d'idées dans la création d'une ambiance et d'une image pour un film ou une pub ou peu importe. Et ça, clairement, aujourd'hui, un l'IA, on n'y est pas du tout. Elle ne sait pas du tout faire ça encore. Et c'est même pas en fait son objectif en plus. Parce que son objectif, elle part d'un texte pour créer une image. Donc en gros, au final, c'est toujours toi qui amènes les idées. Et même si tu utilises ChatGPT pour créer des idées, j'y reviendrai, on va voir ça à la fin, tu vas voir qu'en fait, c'est loin d'être automatique. Et même si tu utilises ça, en fait, il faut toujours un filtrage humain pour dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc, toi, ta force, elle est là, en fait. Et le truc, c'est que là où c'était rassurant, c'est qu'avant, du coup, tu te disais, voilà, j'avais une originalité dans mes idées, etc. Et en plus de ça, j'avais la barrière de la compétence technique, parce que moi, je sais très bien dessiner, je sais très bien créer, et la plupart des gens, ils ont beau avoir des idées, comme ils savent pas créer ni dessiner, et qu'ils n'ont pas fait finalement le travail que j'ai fait pour avoir ces compétences-là, ils peuvent évidemment pas me concurrencer. Puisqu'ils savent pas faire ça, ils savent pas mettre en valeur leurs idées, ils savent pas créer leurs idées. C'est ce que vient de changer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le réseau de neurones, vient de casser cette barrière-là. Elle vient de permettre à des gens qui ont des idées, comme toi, de pouvoir rapidement les mettre en image et de montrer ce que c'est possible. Et c'est là que du coup il y a un risque pour toi, c'est si tu n'arrives pas à capitaliser sur ta vraie valeur, qui n'est pas du coup ta compétence technique, et qui ne le sera jamais, et ça, il faut bien l'accepter, hein, depuis le début des temps, dans la 3D et dans la réalisation numérique au sens large, les compétences techniques ne sont jamais des valeurs sûres, ne sont jamais des valeurs stables. D'accord, c'est pas possible, puisque le monde technique évolue très vite, donc ta compétence technique, elle peut du jour au lendemain sauter. D'accord, et ça, il faut l'accepter, en fait, et c'est comme ça, en fait. C'est le deal que tu as fait en allant dans ce domaine, en fait. De toute façon, c'est le deal même que tu fais dans la vie, en fait, parce que les compétences techniques, elles changent tout le temps, peu importe le domaine, d'ailleurs. Donc, ta valeur intrinsèque, elle n'est pas là. Ta valeur intrinsèque, elle est dans le fait de t'adapter et de pouvoir proposer de nouvelles idées et de pouvoir proposer des solutions qui vont mieux être adaptées, être plus adaptées au studio ou aux sociétés avec lesquelles tu travailles. Peu importe la méthode que tu utilises. Et je pense que c'est intéressant, c'est qu'en fait, là, on est en train de changer de méthode de travail, on est en train d'avoir des nouveaux outils, mais on n'est pas en train de changer la fin en soi. La fin, le fait de raconter une histoire, de créer une image, peu importe, ça ne change pas en fait. On a toujours ce même objectif, on veut créer le meilleur film possible. D'accord ? Je prends l'exemple d'un film, ça marche pour toi. Ça change pas en fait. L'objectif est toujours là, c'est juste que les moyens pour le faire vont changer. Et évidemment,
Ça fait peur. Parce que surtout si toi tu t'es arrêté sur ta compétence technique et tu t'es dit que ça c'était ton socle pour avoir ta valeur et être payé et être embauché dans une boîte, etc. Ah bah c'est clair que là pour le coup t'es dans la merde. Je préfère te le dire clairement, t'es dans la merde parce que évidemment ton socle de compétences techniques que tu pensais solide comme du béton, en fait c'est de la paille. C'est de la paille et tu vas passer à travers. Donc là maintenant, quelles sont les solutions? D'accord? Que tu aies pensé ça ou pas? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument que tu intègres cette technologie, mais en fait, quand je dis cette technologie, c'est pas seulement l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, c'est tu dois intégrer rapidement les nouvelles technologies qui sortent au fur et à mesure dans ton workflow si elles ont du sens. Et clairement, hein, la création d'images numériques dans un métier où tu fais de l'image numérique, ça peut avoir du sens, je pense. Et ça, c'est à toi de réfléchir comment tu peux les intégrer avec la position de la technologie aujourd'hui. Donc le premier truc à faire, c'est de se former, c'est d'aller apprendre cette technologie. Et le deuxième truc à faire, c'est de voir comment tu peux l'adapter, comment tu peux l'utiliser dans ton workflow original. Qu'est-ce que tu peux remplacer que tu faisais. Par exemple, si t'es concept artiste, d'accord, et qu'avant tu faisais tous tes dessins à la main, est-ce que tu pourrais pas utiliser le workflow d'intelligence artificielle pour t'inspirer et aller avoir plus d'idées, proposer des idées plus larges et puis pouvoir faire après choper des éléments que l'intelligence artificielle a créés, les mettre et puis pouvoir du coup dessiner plus vite, faire plus de collages dans Photoshop, etc. D'accord? Donc encore une fois, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, les réseaux de neurones n'ont pas du tout assez de flexibilité pour créer exactement le plan que tu veux. Alors quand tu es concept artiste, c'est ce qu'on te demande, c'est de vraiment créer quasiment un plan qui représente la scène et qui est parfaitement composé, parfaitement lighté, etc. Et par contre, tu peux t'en servir en fait pour avoir des morceaux en fait. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Comment tu vas pouvoir intégrer ça dans ton workflow? Et ça peut potentiellement vouloir dire d'abandonner en partie ou complètement la compétence technique sur laquelle tu t'es formé pendant, 10-15 ans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, et ça il faut l'accepter parce que dans tous les cas, que tu l'acceptes ou pas, c'est en train d'arriver en fait. Et si ta compétence technique elle dégage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement demain en fait on va plus t'embaucher. Et du coup, bon bah tu te rends bien compte que c'est pas un très bon pari pour l'avenir, d'accord? Donc voilà, alors, pour du coup faire un petit résumé de tout ça et essayer de comprendre ce qu'il en est. On a un réseau de neurones. On a des réseaux de neurones qui peuvent créer des images qui sont relativement de très bonne qualité via du texte. Ce qui est assez complètement abusé quand on y pense 30 secondes. On a à côté de ça des métiers où le fait de créer des images d'une bonne qualité technique étaient des choses qui étaient difficiles et qui demandaient beaucoup de compétences, qui sont du coup évidemment en train de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Ça me fait flipper parce que moi j'ai mis des années à apprendre ces compétences, et là je vois qu'un ordinateur peut le faire beaucoup mieux que moi et beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vraiment la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La solution que je te propose, ou en tout cas la partie de solution, parce qu'évidemment je ne suis pas devant, mais je pense que c'est toujours, quand tu as une innovation, c'est toujours ça qu'il faut faire, c'est au lieu de voir ça comme une menace, vois ça comme une opportunité où tu vas pouvoir accélérer ton workflow, même si au final, ça veut dire que tu abandonnes la compétence que tu as apprise. En partie ou complètement. Et je pense que ça c'est nécessaire. La vie, en tout cas professionnelle, ce n'est pas j'apprends une compétence, en tout cas ce n'est plus j'apprends une compétence et je la recrache jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, ta vie professionnelle, en fait, on te paye pour que tu t'adaptes aux nouvelles technologies et que tu puisses apprendre les compétences au fur et à mesure, aussi vite que possible, pour pouvoir t'adapter et créer toujours plus, toujours mieux et pour moins cher. C'est ça ce qu'on demande aux artistes aujourd'hui ou aux studios. Et si tu trouves ça dégueulasse et que c'est l'hypercapitalisme et tout, bah, si t'as envie, mais peu importe ce que tu penses, puisqu'en fait c'est le cas. Maintenant, tu peux choisir de dire non, moi je pars pas là-dedans, ça me dégoûte. Et à ce moment-là, bon courage pour vivre de ta passion. Ou alors tu peux dire ok, j'ai compris les règles du jeu, je comprends comment ça fonctionne, maintenant je vais m'adapter et je vais tirer mon épingle du jeu. À toi de voir. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Tu peux tout à fait dire non, moi c'est pas pour moi, je veux rester faire mon art dans mon coin, mais du coup il faut accepter le fait que du coup tu pourras pas travailler dans ce domaine. Ou en tout cas difficilement. Mais voilà, maintenant il faut pas aller râler, non l'IA ça vole des trucs des artistes et tout, non, ça prouve que là du coup pour le coup t'as rien compris. Donc ça c'est le premier élément et c'est le premier état de la situation. Alors maintenant du coup, donc je sais aussi un petit peu que faire, je vais essayer avec toi de prédire ce qui va se passer sur les prochaines années. Alors les prédictions sont souvent fausses, hein, quand on essaie de prédire l'avenir on se plante souvent, mais c'est souvent assez marrant et puis ça permet aussi peut-être d'essayer d'imaginer et tu vas pouvoir aussi toi aussi du coup faire cet exercice et d'imaginer ce qui va pouvoir se passer dans la prochaine année et puis dans les 5-10 prochaines années. Alors, mes prédictions, qui vont être certainement très fausses, mais ça permet au moins d'y réfléchir. Je pense que l'intelligence artificielle, évidemment, ne va pas s'arrêter de grandir. Je pense que ça va être quelque chose qui va exploser même. Et du coup, je pense qu'on va avoir des choses qui vont être assez intéressantes qui vont émerger. Notamment, du coup, je pense qu'on va avoir l'émergence de
studio, par exemple, ou de création de films, ou de genre comme ça, genre certifié no AI. Tu vois, donc certifié, non mais nous on n'a pas utilisé d'IA pour faire notre truc. Un peu genre comme le bio, tu vois, aujourd'hui, ou genre de truc. Genre, ok, certifié sans IA. Tu vois, je pense que ça va arriver, et je pense en fait que le certifié sans IA va devenir une valeur en soi pour la création d'un studio. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu pourrais penser que je trouve ça débile, mais bien au contraire, je pense que je trouverais ça, les gens qui font ça, je trouverais ça très intelligent, puisque en fait là, eux, leur marché, en fait, ils iraient du coup attaquer le marché des gens qui veulent avoir de l'art, ou ils veulent du coup apprécier le travail qu'il y a eu derrière. Et du coup, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens, du coup, de faire de l'art certifié sans IA, parce que du coup, tu vas avoir cet art et cette réalisation pour apprécier le travail des artistes qu'il y a eu derrière, et non pas, du coup, juste la réalisation en tant que telle. Et du coup, je pense que paradoxalement, cette branche-là, je suis persuadé qu'elle va se créer, parce que je le vois déjà arriver, les branches certifiées sans IA vont en fait permettre de pouvoir beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'aujourd'hui, valoriser le travail des artistes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde un film, en fait, la plupart des gens s'en battent les couilles des artistes. Il faut quand même être clair là-dessus. Tout le monde s'en fout. Et là, le fait d'avoir des trucs genre certifiés sans IA, on va vraiment, je pense, avoir un retour au mainstream des gens qui vont être intéressés par le travail des artistes et comprendre la difficulté que c'est de faire un film avec les outils, on va dire, plus classique, on va dire, en fait, les outils sans artificiels. Donc je pense que ça va arriver. Je pense qu'on va avoir des films, des pubs et des images et des peintures, tu vas me dire, ça, il n'y a pas vraiment de question à se poser là-dessus, qui vont être genre certifiés sans IA. Tu vois, il va peut-être même avoir des organismes de certification et tout, ça m'étonnerait pas du tout que ça arrive. Alors, je dis cette année, je pense qu'on va commencer à avoir arrivé le terme cette année, mais je pense qu'après tout ce qui va être organisme de certification, etc., ça va arriver plus tard. Mais voilà, ça c'est le premier truc que je pense qui va arriver. Et contrairement en fait que tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait embrasser cette nouvelle technologie, etc., on pourrait penser que je trouve ça négatif. Bien au contraire, je pense qu'au contraire c'est une branche qui va être hyper intéressante et ça va permettre de pouvoir avoir un renouveau dans la création artistique qui va être vachement plus apprécié par le grand public. Donc c'est très cool. Et je pense que ça va être super bien. D'accord ? Et tu vois que c'est important de pas être binaire, tu vois. Il y en a qui vont être complètement contre l'IA, l'autre complètement pour. En fait, il n'y a pas de contre ou pour. Et encore une fois, être binaire comme ça et d'être juste pour ou contre, c'est débile au possible. C'est vraiment voir le monde en noir et blanc et c'est de ne pas comprendre à quel point le monde est complexe et qu'en fait, chaque interaction peut avoir une conséquence qui va être différente des autres. Et le fait de penser que c'est bien ou pas bien, c'est juste débile. Non, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est où est-ce que tu peux prendre du coup les choses positives qui viennent de l'IA et aussi qu'est-ce que ça va créer qui va être positif, qui va être sans IA aussi. Parce que je peux te dire que sans l'avènement de l'IA, on n'aurait jamais eu un truc comme ça certifié non IA et je pense qu'on n'aurait jamais eu du coup cet intérêt du mainstream, du grand public sur des éléments qui sont faits sur les éléments artistiques sur les éléments créés par des artistes. Donc ça va vraiment être intéressant. Maintenant, à l'opposé, je pense qu'on va aussi avoir des gros studios qui vont drastiquement réduire leurs effectifs. Alors je pense pas que ça arrivera non plus l'année prochaine, je pense que ça arrivera un peu plus tard, mais je pense que doucement on va avoir des gros studios, jeux vidéo et films et pubs, qui vont drastiquement réduire leurs effectifs parce qu'ils vont avoir besoin de beaucoup moins de gens pour créer. Aujourd'hui, on peut créer que des images, mais il y a déjà encore des choses qui sont en train d'arriver en créant de l'animation, de la motion capture automatique sans motion capture, enfin bref. Complètement abusé, genre j'ai vu des trucs où la meuf elle fait un visage sur Midjourney par exemple, elle se filme en train de faire des expressions et t'as une intelligence artificielle qui va déformer le visage qu'elle a fait sur Midjourney en 3D et tout, genre sans utiliser le logiciel 3D. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train d'arriver qui vont vraiment drastiquement réduire le nombre d'emplois. Ça j'en suis persuadé. Et du coup, encore une fois, c'est le principe d'innovation. Comme je t'ai dit, une innovation, c'est là pour réduire le nombre d'emplois, parce que c'est là pour simplifier les choses. Donc c'est censé supprimer plus d'emplois que d'en ajouter, hein, c'est normal. Et du coup, je pense que drastiquement, les gros studios vont réduire le nombre d'employés. Ça me paraît en fait parfaitement implacable. Je pense qu'on va avoir des trucs qui vont arriver, genre par exemple Pixar, qui par exemple Pixar pour leur film d'animation n'ont jamais utilisé de motion capture. Je pense qu'on va avoir des trucs qui vont arriver où des studios vont commencer à dire nous on n'utilise pas l'IA, et il va y avoir ces certifiés IA aussi dans les studios, je pense. Mais peu importe, je pense que la plupart des studios vont drastiquement réduire le nombre d'employés parce qu'ils vont pouvoir produire plus de la même qualité, même peut-être de meilleure qualité avec beaucoup moins de gens. Et je pense qu'en parallèle, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup de petits studios qui vont apparaître. Et ça, c'était Andrew Price qui en parlait dans un podcast, et c'était hyper intéressant d'ailleurs. Je t'invite à aller le voir d'ailleurs. Bon, ce sont des podcasts. Andrew Price, c'est Google, c'est le Donut Man de Blender. Et du coup, on va avoir, je pense, beaucoup de petits studios qui vont apparaître et qui vont pouvoir créer en fait beaucoup mieux et pour beaucoup moins cher. Et du coup, je pense qu'on va avoir quelque chose qui va être super intéressant. On va avoir les métiers qui étaient très spécifiques et très techniques, sur lesquels on encourageait de se former il y a quelques années, qui vont commencer à être moins demandés, et on va avoir une pléthore de nouveaux studios de création qui vont utiliser des techniques plus ou moins différentes, plus ou moins proches de l'IA, qui vont créer des choses super intéressantes et qui vont permettre d'avoir d'autres opportunités qui vont être super cool pour des artistes, qui vont être évidemment des opportunités différentes. On ne sera pas opportunité de genre Molder 3D, tu vois, ça, je pense que ça va... Alors ça va pas disparaître l'année prochaine, mais ça va
doucement évoluer vers quelque chose d'autre. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à prévoir ce qui va se passer là. Et du coup, ça va donner quelque chose de, je pense, très intéressant, où on va avoir en fait quasiment une nouvelle forme d'art en fait. Une nouvelle forme d'art, une nouvelle forme de création, de process de création, même si la fin au final sera la même chose, c'est-à-dire créer la meilleure image, le meilleur film ou la meilleure histoire possible, mais ça va avoir un impact drastique. Alors, sur les prochaines années, évidemment, ça va pas se faire d'un coup, mais je pense qu'en fait, doucement, les nombres d'emplois va diminuer, et ça va se faire peut-être sur 10 ans, ça, d'accord ? Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est que du coup, si on regarde le marché de l'emploi de l'art en général, notamment de l'art audiovisuel, hein, donc de l'art du divertissement et technique, pas l'art genre les expositions, tu vois, je pense que finalement, en termes de nombre d'emplois, ça va pas forcément diminuer, mais je pense que par contre, ça va vachement se réorganiser. On aura beaucoup moins de demandes dans les gros studios, il y aura plein de petites demandes dans les petits studios qui vont avoir plus de gens pour gérer, etc. Donc ça va être intéressant. Et je pense évidemment les postes, par contre, vont évoluer. On va plus changer, on va plus chercher, je pense, dans 2-3 ans, il y aura plus forcément de lighter ou ce genre de trucs, ou de rendering artist. Alors peut-être rendering artist, mais parce que c'est des métiers qui sont très techniques, et aujourd'hui, l'IA elle est quand même assez loin de pouvoir optimiser un rendu, tu vois, et ça va venir, je pense. Mais par exemple, tu vois, je pense qu'on aura beaucoup moins de modeleurs, genre de trucs, je pense que ça va, d'animateurs, etc. Je pense que ça va drastiquement baisser. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de gens qui vont demander, genre des gestionnaires, des chercheurs en IA, des gestionnaires d'intelligence artificielle, des gestionnaires de database, des entraîneurs d'IA, des gens spécialisés en fait dans ces domaines de création. Des gens, peut-être des gens vont avoir des nouveaux métiers qui vont permettre de pouvoir coupler l'IA à la 3D, tu vois, ce genre de trucs. Et je pense que c'est, encore une fois, pour ça que c'est hyper drastiquement important que tu te formes et que tu comprennes des outils, parce qu'évidemment, tu seras jamais apte à utiliser ces nouveaux métiers. Voilà un petit peu ma projection là-dessus. Donc tu vois que je pense pas que c'est forcément négatif ou positif. Et de toute façon, encore une fois, hein, je dirais toujours, hein, penser qu'un truc est négatif ou positif, c'est juste débile en fait, parce que c'est pas comprendre le problème. Pour comprendre le problème, quand t'as quelque chose qui arrive comme ça, l'idée c'est pas essayer d'avoir quelque chose qui soit positif ou négatif, de pas non plus être contre ou pour, c'est surtout de se poser la question de qu'est-ce que, en termes de probabilité, qu'est-ce que selon toi va se passer. Et plus tu prédis correctement l'avenir, plus du coup tu vas pouvoir t'adapter, et plus du coup ta situation sera, on va dire, en phase avec ce potentiel futur plus tard, et du coup évidemment plus ta situation sera agréable, puisqu'il y a des chances que tu prévois de faire quelque chose qui soit mieux pour toi dans le futur et pas quelque chose de pire, d'accord ? Et à l'inverse, si au contraire tu te poses même pas la question, il y a des chances évidemment du coup que tu es complètement à côté de la plaque et que tu vois pas de tout le truc arriver, et que tu te presses une putain de grosse dans la tête et que tu te rends compte d'ici 2 ans que ton métier n'existe plus. Donc évidemment, c'est des choses qui peuvent être angoissantes. Et je pense que c'est bien que ça s'angoisse un petit peu, parce que ça veut dire que tu peux plus te reposer sur des acquis. En fait, moi je pense que tu pouvais déjà pas le faire il y a 10 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est encore plus vrai aujourd'hui, et du coup je pense que si tu ne prends pas ce coup de pied au cul comme il faut, si je puis dire, ça va faire mal, c'est sûr. Ça va faire mal. Je vois pas comment c'est possible en fait si tu voilà. Alors, il y en a, ils se disent putain, je me sens un petit peu arnaqué, et notamment sur les je pense les gens un peu plus anciens, dans le sens putain, moi j'ai appris ce métier pour pouvoir le faire toute ma vie, et je me rends compte en fait que je vais devoir, en fait, le deal que j'ai fait avec le diable, c'est que je dois me former constamment, sinon je me retrouve à la traîne et je me pète la gueule. Et voilà, là aujourd'hui je dois apprendre l'intelligence artificielle alors qu'avant j'apprenais l'IA, parce que l'IA va me voler mon taf, et puis dans 2 ans je dois apprendre un nouveau truc, peut-être les réseaux de neurones et la science, le computer science, alors qu'en fait moi mon boulot, ce que j'adorais c'était dessiner. Et bah ouais. Et bah oui, en fait, le truc c'est qu'en fait, oui, t'as fait ce pacte-là. Tu as fait ce pacte-là, et ce pacte-là, il est pas nouveau en fait, hein. Je veux dire, ça fait déjà 30 ans, hein, que le monde de l'art audiovisuel évolue à une vitesse complètement drastique et phénoménale. Quand tu t'es lancé dedans, tu as fait ce pacte-là, tu as fait ce pacte que ça évolue très vite, et que du coup, ton métier peut disparaître, je vais pas dire du jour au lendemain, mais quasiment. Et du coup, il faut que tu puisses t'adapter. Et oui, le pacte, c'est que tu dois t'adapter constamment. Et c'est pour ça que je dis souvent, si tu veux aller dans ces métiers-là, il faut que tu sois passionné. Parce que si t'es pas passionné, tu vas jamais t'adapter, parce que ça va te saouler. Et quand t'es passionné et que t'es curieux, t'adapter, ça te dérange pas, parce qu'en fait, ton objectif final, c'est de créer des meilleures images plus vite. Si ta passion, c'est ça, en fait, peu importe la méthode que tu utilises, tu t'en fous, d'accord ? Et je pense que ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Alors, je vais faire quelques petites... parce que finalement, là, je pense que j'ai à peu près développé le point que je voulais développer sur l'IA en général, et où est-ce qu'on va. Non, je vais faire quelques petits exemples et quelques petits retours sur l'actualité un peu plus fraîche, si je puis dire, pour donner mon avis dessus, parce que je pense que ça peut aider aussi les gens là-dessus et commencer à réagir. Premièrement, du coup, c'est le chat GPT. Chat GPT, donc, parce que c'est un chat qui est sorti il y a 3 semaines maintenant, où en fait, tu te dis voilà, salut, comment tu vas, et puis il te répond. Alors c'est un chat qui est en train de foutre un bordel monstre à peu près dans toutes les industries, parce qu'en fait il a des réponses qui sont hyper cohérentes, il peut garder le fil de la conversation, et il donne des réponses techniques qui sont hyper bonnes.
Donc j'ai vu par exemple un truc super intéressant où tu avais des gens, ils avaient développé une application pour donner un programme de diète pour perdre du poids. Et il y a un mec qui a fait l'expérience de poser la question de voilà, j'ai telle contrainte pour ma diète, est-ce que tu peux me faire un programme pour un mois? Et ChatGPT, il a donné un meilleur programme que le mec qui avait développé ça pendant 3 mois. Évidemment, ça fait un peu les boules, mais la vérité, c'est que c'est là. Donc, c'est que du coup, évidemment, c'est en train de drastiquement avoir un impact sur pas mal de corps de métier, si je puis dire, d'industrie. Il y a aussi la question de est-ce que Google a du sens là-dessus, parce qu'en fait, tu peux poser n'importe quelle question à ChatGPT. Hein, tu vois, moi, ChatGPT, c'est tellement facile que j'ai commencé à l'utiliser il y a une semaine, je l'ai déjà intégré dans mon workflow. Aujourd'hui, quand je développe des outils pour l'école, par exemple H3N2, ou pour des outils personnels en 3D, etc., je suis tout le temps en train de poser des questions à ChatGPT, genre comment tu créerais cet outil, et les réponses qu'il donne sont d'une qualité, mais c'est abusé, quoi. C'est abusé, vraiment c'est abusé, c'est d'une qualité, et c'est genre tu peux lui dire par exemple voilà j'ai ce problème dans mon code, pour toi d'où ça vient, et il va t'analyser ton code, il va te dire bah regarde à cette ligne il y a un problème, est-ce que tu ferais pas comme ça, puis il te donne un exemple pour le corriger. Putain c'est un délire, et ça marche pour tout, pour n'importe quelle librairie, n'importe quel langage, enfin c'est complètement fou, furieux. Du coup j'ai même fait une expérience ce matin avec ChatGPT. Je l'ai mis sur Instagram, peut-être que tu l'as vu. J'ai demandé à ChatGPT de me décrire un environnement de science-fiction. Du coup, il m'a fait un texte de 15 lignes qui décrit un environnement de science-fiction. Et j'ai balancé ce texte dans Midjourney. Et Midjourney m'a créé du coup une image depuis la description de l'environnement de ChatGPT. Là, tu te dis, oh putain, mais c'est quoi ce délire? On a vraiment une image qui a été créée 100% par une intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Et c'était pour vraiment pousser le truc un peu loin et pour montrer en fait jusqu'où on pouvait aller. Je pense que on pourra encore aller plus loin que ça plus tard. Et du coup, mon avis là-dessus, c'est que ChatGPT, c'est aussi, en fait, je pense que ça va être le prochain Google, et ça va être un outil drastiquement efficace pour faire plein de choses. Ça va permettre de gagner énormément de temps, et évidemment, du coup, de la même manière que l'IA va avoir, les réseaux de neurones spécialisés dans la création d'images, donc ce qu'on appelle les textes ou images, vont évidemment avoir un impact drastique sur les artistes. Évidemment, ChatGPT va avoir un impact drastique sur les métiers sur lesquels il touche. Alors c'est abusé parce que ChatGPT, genre il peut te dire quelle maladie t'as quand tu donnes les symptômes, hein. C'est un putain de délire. Tu peux quand même aller très loin, donc ça va avoir un impact encore bien plus large, je pense, que les réseaux de neurones pour les images, donc les textes ou images. Là, ChatGPT, donc texte to texte, du coup, va avoir un impact bien plus large, je pense. Et évidemment, du coup, ça permet de se dire aussi, voilà, il y a ça qui arrive, et je pense que nos métiers vont drastiquement changer, non pas dû au réseau neurones dont on a parlé tout le podcast texte ou image, mais beaucoup plus dû à ChatGPT. Parce que ChatGPT commence à avoir un potentiel de... On va dire que c'est une intelligence artificielle en termes de sujets différents. C'est tentaculaire, quoi. Elle connaît tout sur tout, quasiment. Alors là, pour l'instant, c'est encore limité à ce qu'elle a appris avant 2021. Elle n'est pas connectée à Internet, etc. Mais crois-moi que ça va arriver dans pas longtemps. Donc, c'est assez tentaculaire. Et du coup, ça va avoir un impact sur beaucoup plus d'industries que juste, du coup, le truc texte ou image qui a un impact simplement sur l'industrie de l'art numérique en général. Et alors là, j'avoue que là, ChatGPT, c'est beaucoup trop frais pour vraiment réfléchir là-dessus. J'ai du mal à voir où est-ce que ça va aller, mais dans tout cas, c'est là. Et du coup, ça peut être intéressant d'utiliser. Moi, je l'utilise déjà, du coup, régulièrement dans mon travail. Je ne peux que t'encourager aussi à l'utiliser. Ça permet de gagner beaucoup de temps, et pareil, le fait de ne pas utiliser cet outil, c'est clairement, encore une fois, se mettre à la traîne pour rien. Ça, c'était le premier truc dont je voulais dire, donc ChatGPT, je t'invite vraiment à aller voir ce que c'est. C'est gratuit en plus, donc c'est cool. Le deuxième truc, du coup, dont je veux parler avec toi, c'est des personnes qui vont, du coup, avoir un mouvement très fort à l'encontre, du coup, de ce nouveau système de création via réseau de neurones. Donc il y a beaucoup de trucs qui tournent en ce moment, c'est l'espèce de panneau interdit IA là, je l'ai vu passer sur Instagram, je le vois passer aussi souvent sur ArtStation et tout. Il y a pas mal de trucs qui sont passés, j'ai vu ArtStation qui interdisait certains trucs d'être entraînés par IA ou je sais pas quoi. J'ai envie de dire juste what the fuck, quoi. Les gars, vous êtes débiles, vous êtes attardés mentaux. Vous êtes cons en fait, vous ne comprenez pas en fait à quel point en fait vous ne pouvez pas arrêter ça en fait. C'est pas parce que vous dites ah l'IA c'est pas bien que ça va pas arriver en fait. D'accord. Alors je peux comprendre. C'est pas du tout d'interdire l'IA, c'est pas du tout la même chose que de faire un travail certifié sans IA. Certifié sans IA, c'est ok. Regardez, moi je fais différemment. Qu'est-ce que vous pensez? Et du coup, les gens qui aiment bien vont venir te voir. Et du coup, ça, je trouve ça sain. Par contre, venir dire non, mais on interdit l'IA à tout prix parce que c'est vraiment de la merde, ça c'est vraiment une espèce de mentalité de merde qui est de on veut empêcher l'innovation parce que t'as peur de perdre ton putain de taf. Forme-toi.
Au lieu de faire le débile et d'avoir peur et de rien faire et de rester sur cet acquis, forme-toi au lieu de faire le débile. C'est ridicule de penser comme ça. Ce qui est bien à savoir, hein, c'est qu'on voit que dans l'histoire de l'humanité, il y a tout le temps eu ce genre d'attardés mentaux qui disaient « Ah non, l'innovation ça va pas, il faut tout arrêter !» Et en fait, au final, ils se font juste péter la gueule et puis c'est terminé. Alors quand je dis péter la gueule, je parle pas littéralement, hein, je veux simplement dire que ils se retrouvent au carreau, quoi. Ils se retrouvent au carreau. Tous les putains d'attardés qui partagent tout l'interdit à l'IA, machin et tout, les gars, je peux vous le prédire. Si vous continuez dans cette direction-là, dans 5 ans, vous êtes au chômage, ou en tout cas, vous bossez plus dans l'art. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que rien ne peut venir de bon de ça, en fait. Enfin, c'est comme si je te disais... c'est comme si, en fait... C'est même pas comme si, c'est certainement arrivé. Quand les voitures sont arrivées, il y a certainement eu des mecs, notamment les mecs qui étaient en calèche, qui ont dit « Oh non, interdit aux voitures, les voitures, c'est une catastrophe, il faut absolument interdire ce monstre mécanique. » Tu trouves qu'il y a beaucoup de calèches sur la route aujourd'hui, toi ? Donc, c'est pareil. Je te conseille, si tu fais partie de ces gens-là, je vais essayer d'être bienfaisant, comme on dit. En bref, peu importe. Je vais essayer de montrer de la bienveillance envers ton cas. Oui, je sais que ça angoisse et que tu vas peut-être potentiellement perdre une partie de ton métier à cause de cette technologie. Mais vois cette technologie comme une opportunité pour créer, ou de manière différente, ou de l'utiliser. Si vraiment cette technologie, elle te parle pas et tu vois pas l'intérêt, pas de problème. Créer une page certifiée sans IA, tu vois. Créer un film certifié sans IA. Il y a plein de gens, je pense, qui vont accrocher à ça. Et encore une fois, pourquoi ça c'est sain ? Parce que tu n'interdis pas le reste. Genre, juste, tu prends une autre direction. Mais n'essaie pas d'interdire une technologie qui arrive. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, il y en a plein qui vont dire non, mais tu comprends pas, Romain, ça pose des questions bien plus drastiques et philosophiques que ça sur qu'est-ce que c'est un artiste, qu'est-ce que c'est même un être humain, etc. Oui, mais oui, et alors ? Et alors, c'est pas parce que tu as interdit ça que ça va changer les choses, d'accord ? Et de toute façon, mettons les choses au clair, de mettre un panneau interdit IA sur Instagram, ça ne change rien, ça sert à rien, c'est ridicule. Je veux dire, c'est juste gueuler, quoi. C'est comme manifester dans la rue, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, bref. Ridicule. Alors, je vais quand même du coup mettre un bémol là-dessus. Qu'est-ce que ça implique, du coup, au sens large, cette histoire d'intelligence artificielle, et où est-ce qu'on peut aller avec ça dans les 50 prochaines années ? Ça va être très philosophique, je veux dire là, et pas trop en rapport avec l'art, mais peu importe. J'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était une petite année de The Flares, peut-être que tu connais The Flares, c'est un peu intéressant ce qu'ils font. Et en fait, le mec a interviewé un gars qui travaille en fait, il a fait une recherche dans les risques existentiels pour l'humanité. Je t'en parle, c'est vraiment intéressant. Donc le podcast de The Flares, c'était une interview, du coup, comme j'expliquais, avec un gars qui travaillait dans les risques existentiels dans l'humanité, et tout l'intérêt de ce gars, en fait, en tant que chercheur, c'est de voir dans les 100, 500, 1000 prochaines années, quels sont les risques existentiels les plus probables qui pourraient faire que l'humanité s'éteint. Tu vas me dire quel rapport avec l'art ? J'y viens. Et en fait, ce gars-là, il se pose la question, il regarde et tout, et en fait, aujourd'hui, si tu poses la question à quelqu'un qui est lambda, si tu lui demandes, ouais, pour toi, c'est quoi le risque le plus existentiel pour l'humanité, c'est-à-dire quels sont les éléments dans le monde aujourd'hui qui pourraient potentiellement, dans un futur plus ou moins proche, annihiler les humains, la plupart des gens vont te dire, c'est le changement climatique, c'est le risque d'une guerre nucléaire, ou ce genre de truc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là, il a fait ses recherches et il a découvert en fait que le risque existentiel le plus important pour l'humanité est genre un facteur 100, tu vois. Alors, je vais donner des ordres de grandeur. Les chiffres vont certainement pas être exacts parce que ça fait un bout de temps que j'ai écouté le podcast. Donc, si tu veux vérifier ce que je dis et si tu veux vraiment avoir les bons chiffres, etc., va écouter le podcast. C'est The Flares. Donc, THE, plus loin, FLARES. Et la vidéo, c'est du coup les interviews avec un spécialiste des risques existentiels, je crois. Mais bon, bref, tu vas trouver, je pense, tu vas sur la chaîne, tu trouveras. Et donc, d'un facteur 100, le risque existentiel pour l'humanité, donc l'humanité de disparaître, c'est pas une guerre nucléaire, c'est loin, mais loin d'être le changement climatique, c'est, en fait, tout simplement, l'avènement d'une IA qui est mal contrôlée. Et là, tu fais, oh putain, le délire! Et oui, en fait, l'intelligence artificielle, en fait, représente un risque existentiel qui est énorme, selon, je vais dire ce chercheur, mais plutôt ces chercheurs, puisqu'il n'était pas tout seul. Alors, il explique un petit peu pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je me souviens plus exactement de tous les tenants et les aboutissants, mais du coup, c'est
pourquoi j'explique ça, c'est pour dire en fait que l'intelligence artificielle, évidemment, est un sujet qui doit être pris extrêmement au sérieux, et je pense pas non plus qu'il faille dire ouais, vas-y, c'est la fête, on fait tout et n'importe quoi. Pas du tout. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que du coup, on pourrait penser sur l'heure de podcast que je viens de faire ici, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en podcast, mais peu importe, ouais, quasiment une heure, ouais, que en fait, j'ai un avis en mode ok, l'intelligence artificielle c'est la fête, on s'en fout, on peut faire absolument ce qu'on veut et puis on s'en fout. Et je pense pas ça en fait, je pense que du coup, bien au contraire, c'est une technologie qui peut avoir des conséquences particulièrement positives comme particulièrement négatives. Je suis persuadé qu'on est loin de comprendre et de pouvoir imaginer les tenants et les aboutissants qui vont arriver avec cette technologie, ça c'est clair et net. Mais du coup, je dis pas qu'il faut pas faire attention. Maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est un bémol, c'est que du coup, je répète encore une fois que les mecs qui mettent un panneau interdit à l'IA pour l'art, c'est des gros interdits mentaux parce qu'ils comprennent absolument pas comment ça marche, et ni le fait que c'est pas parce qu'en mettant un panneau interdit à l'IA sur Instagram que tu vas changer les choses, mais maintenant c'est quand même intéressant de savoir que en fait, la clé de cette technologie et ce qui peut arriver peut avoir des impacts qui sont bien plus drastiques et bien plus catastrophiques, si je puis dire. Pour nous, en tant qu'humains, que ce qu'on pourrait penser. Alors, tu peux avoir un exemple très concret. Tu vois, imaginons que tu mets un système d'intelligence artificielle en place pour régler, par exemple, le niveau, la distribution de l'énergie dans le monde entier, tu vois. Et tu te dis, ouais, très bien, genre ça le fera certainement beaucoup mieux qu'un humain, et il y a des chances d'ailleurs, mais tu pourrais avoir en fait un effet pervers où en fait, si par exemple ton objectif à l'intelligence artificielle c'est de maximiser le profit, ou de maximiser le rendement de l'énergie, ou de maximiser la distribution de l'énergie, elle pourrait en fait, sans s'en rendre compte, détruire un autre truc qui est fondamental pour nous, tu vois, genre notre soleil, tu vois. Il y a beaucoup d'ailleurs de choses comme ça, où tu vois, genre l'intelligence artificielle, en voulant maximiser le rendement énergétique, et bah du coup elle éteint le soleil, tu vois. Évidemment c'est pas bien parce que sans soleil on meurt, et pourtant en fait elle a quand même rempli l'objectif au maximum, tu vois. On a beaucoup plus d'énergie qu'avant, tu vois. Donc évidemment là on parle dans des centaines et des milliers d'années, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est pour donner un exemple sur comment en fait quelque chose qui pourrait paraître extrêmement positif pour l'humanité en fait pourrait résulter en une catastrophe et une extinction du coup de l'espèce, parce que en fait on s'est pas rendu compte en fait que l'aboutissement à l'extrême d'un objectif peut en fait détruire autre chose qui est évidemment vital pour nous, comme le soleil. Mais ça pourrait être tout et n'importe quoi, hein. Ça pourrait être par exemple tu veux demander à l'intelligence artificielle de gérer les ressources alimentaires, de transposer les ressources alimentaires le mieux possible dans le monde pour que parce qu'aujourd'hui, hein, je pense que si on avait ce genre de technologie, on pourrait parfaitement annuler la faim dans le monde. On s'est déjà bien démerdé des 20 dernières années pour pouvoir la réduire. Ça pourrait être une solution pour complètement l'annihiler, puisqu'en fait aujourd'hui on sait qu'on a les ressources sur la planète pour largement nourrir tout le monde, c'est juste qu'en fait elles sont pas assez bien réparties, d'accord. Alors je me souviens, j'avais un prof de français qui me disait oui, du coup aujourd'hui, comme les ressources sont pas assez bien réparties, comme on sait nourrir les gens, le fait que les gens meurent de faim, c'est un meurtre. Je me rends compte à quel point ce putain de fils de pute avait absolument rien compris à la vie et à la technologie, parce que si c'était si simple, pourquoi tu le fais pas, connard? Et ça c'est bien un truc qu'il faut comprendre, hein. C'est pas parce qu'il y a assez de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde que c'est simple en fait, parce que le problème est extrêmement compliqué. Le problème de logistique pour déplacer de la nourriture sur la planète est très très difficile. Déplacer la nourriture c'est un bordel, il y a tout qui pourrit, c'est un brin, ça coûte super cher, c'est hyper complexe, c'est très difficile. Donc évidemment c'est pas du tout aussi simple que ça en a l'air. Mais le fait de mettre une intelligence artificielle sur ce genre de problème pourrait grandement améliorer les choses, puisque l'intelligence artificielle elle aurait en fait un paquet de connaissances globales qui est bien supérieur à ce que notre cerveau peut, on va dire, encadrer, et du coup pourrait prendre des décisions en termes de logistique qui seraient bien plus intelligentes que nous pour, on va dire, organiser les ressources sur le territoire qui est notre planète. Ça pourrait être un exemple. Et bah en faisant ça, tu vois, on pourrait penser que ça peut que être positif du coup. Mais en fait, en faisant ça, on pourrait en fait se rendre compte qu'en maximisant les ressources de nourriture, tu vois, en fait, et bah du coup, elle assèche la planète, tu vois, parce qu'elle prend un maximum d'eau et du coup, on n'a plus d'eau potable et du coup, on crève tous de soif alors qu'on a tous largement assez à bouffer. Donc tu vois, en fait. Encore une fois, c'est un autre exemple, hein. Évidemment, c'est un exemple qui est assez facilement contredit. Tu peux dire, mais du coup, tu peux juste pas toucher à l'eau, mais bref. C'est pour te dire, du coup, c'est pour donner l'exemple que quelque chose qui peut être très positif peut évidemment, encore une fois, avoir une conséquence qui soit négative sans qu'on s'en rende compte, parce que ça vient toucher à quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et du coup, là est évidemment le danger.
Donc, c'est pour dire que du coup, évidemment, le problème de l'IA n'est pas du tout un problème simple, et je suis pas du tout en train de dire que c'est la fête, on fait tout ce qu'on veut, et c'est pas le cas. Je suis juste en train de dire que mettre des panneaux interdits à l'IA sur Instagram, ça sert à rien, c'est plutôt ça que je veux dire. Maintenant, du coup, qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau à ce niveau-là? Bon, la vérité, c'est que sur la gestion de l'intelligence artificielle en général, au niveau global de la Terre, tu n'auras aucun pouvoir, donc c'est même pas la peine de te poser la question finalement, puisque c'est pas toi qui vas décider. À part si tu es gouverneur ou peu importe, mais sinon, ça n'aura pas vraiment beaucoup de poids là-dessus. Moi, ce que je dis à chaque fois, du coup, sur ce genre de situation, c'est qu'en fait, ce que tu dois faire, toi, ici, c'est de tirer ton épingle du jeu le mieux que tu peux. Et ça, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le podcast. L'idée de pouvoir tirer son épingle du jeu par rapport à ce genre de situation, en fait, c'est de comprendre le mieux possible ce qui est en train de se passer à l'instant T dans le monde. Et du coup, ici, spécifiquement, comme on est quand même dans 3D, dans le monde de l'art numérique. Et en fonction de cette compréhension, qu'elle soit le plus proche possible de ce qui se passe vraiment, et du coup de pouvoir au mieux prédire ce qui va se passer dans les jours, semaines, mois et années à venir, et du coup de pouvoir au mieux t'adapter. D'accord ? Je voudrais quand même faire du coup une autre petite prédiction un peu plus lointaine. Pour moi, et là c'est très comment on appelle ça ? Enfin bref, c'est pas du tout sûr que ça arrive, bien au contraire, je pense que ça va être full of bullshit, mais c'est pour donner du coup une idée de ce que je vois arriver, et puis tu pourras en penser ce que tu veux, tu vas certainement pas être d'accord avec moi ou d'accord avec moi, peu importe. Donc tout ça, comme c'est de la suggestion, ça n'a pas grand intérêt d'être d'accord ou pas d'accord. Mais pour moi, quand je réfléchis et quand je vois la direction dans laquelle l'IA et l'automatisation en général va, et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a un gros bémol par rapport à je perds mon métier, etc. Pour moi, il y a des chances qu'en fait, dans 15 ans, on n'ait plus de métier du tout. Alors 15 ans, c'est une durée arbitraire, hein, ça va être plus ou moins long, mais clairement, quand on réfléchit 30 secondes, en fait, c'est vraiment la direction dans laquelle on prend. J'ai vu une étude qui était en 2014, abusée cette étude, je t'inviterai à aller voir, tu la tapes sur Google, tu vas la trouver, une étude sur en fait à quel point les métiers aujourd'hui peuvent déjà être automatisés. Et il y avait une étude, et l'étude elle est faite je crois aux États-Unis, en Angleterre, et aux États-Unis, en Angleterre, il y a déjà aujourd'hui 70% des métiers qui peuvent être automatisés avec la technologie actuelle, enfin du coup, actuelle à l'époque, c'est-à-dire en 2014. 70%. Et en fait, le seul truc qui fait que c'est pas automatisé, en fait, c'est parce que les employés sont protégés, et puis évidemment, tu te rends bien compte que si tout le monde est automatisé d'un coup, comment tu fais pour le chômage? Enfin, c'est un bordel, enfin bref, c'est très compliqué. Donc, mais la seule raison du coup pour laquelle c'est pas encore en place, c'est politique. Et évidemment, les raisons politiques, c'est bien 5 minutes, mais en fait, ça tient pas. Ça va forcément, à un moment, doucement, ça va le faire, ça va se faire progressivement, on va arriver à ce pourcentage-là. Et en fait, moi, je pense que même du coup, d'ici 10 à 15 ans, ou même peut-être plus ou moins, peu importe, on aura 100% des métiers qui seront particulièrement ou potentiellement automatisés. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour l'avenir de notre mode de vie? Eh ben je sais pas trop, je sais pas trop, j'ai du mal à imaginer une société comme ça, mais par contre, alors c'est marrant, j'ai du mal à imaginer une société comme ça, mais par contre je suis assez persuadé qu'on va dans cette direction. Je me rends pas compte si c'est bien ou mal, j'ai plutôt quand même tendance à pencher pour le bien, dans le sens où j'ai l'impression qu'on est sur un système où au final, hein, l'objectif, ça reste quand même finalement d'alléger et de supprimer la charge de travail obligatoire pour l'être humain et de pouvoir lui permettre de faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il y a quand même, je pense, cette idée où du coup, tu as vraiment une perte d'objectif complet. Et sans objectif complet et sans but dans la vie, ça peut aussi être très difficile. Et en fait, au final, plus que ça, je crois qu'il y a eu pas mal d'études qui ont montré, tu vas voir aussi études sur le comportement humain par rapport aux objectifs, qui montrent qu'en fait, que sans objectif, sans but, sans routine, l'être humain, en fait, déprime. Donc voilà, je sais pas trop du coup ce que ça va donner, mais on verra bien. Et dans tous les cas, pour moi, dans cette direction-là, donc c'est pour donner du coup une idée de moi ce que je pense. Et c'est pour ça aussi que du coup je relative vraiment du coup l'idée je perds mon travail, parce qu'en fait dans tous les cas, pour moi, je pense que dans un futur plus ou moins lointain, tout le monde va perdre son travail. Donc enfin, proche ou pas, voilà. L'idée c'est que du coup, tout ce que tu peux faire, c'est t'adapter le plus possible pour pouvoir perdre ton travail le plus tard possible, ou alors en fait essayer de repenser le système de travail où tu pourrais plutôt potentiellement apporter des choses à ta communauté ou à des personnes qui aiment ce que tu fais, etc., sans pour autant rentrer dans le marché du travail classique du type je me fais employer. Alors ça peut être en montant ta boîte, ça peut être en faisant plein de choses, ça peut être en, j'en sais rien, ça peut être en plein de trucs, c'est même pas imaginable tout ce qui va être possible plus tard d'ailleurs, donc je préfère pas rentrer dans les détails là parce que je pense que je vais carrément dire n'importe quoi, mais il y a des choses à faire, à s'adapter, et je pense que plus tu t'adaptes, plus en fait
je veux dire la transition, mais il n'y a pas vraiment de transition, parce qu'en fait, l'idée de la transition, ça veut dire qu'un jour, ce sera fini, tu vois, alors que non, ça va toujours avancer, il y aura pas un passage où ça va être dur, puis après, ça sera plus facile, je pense pas. Je pense qu'on va continuer à avancer tout le temps dans cette direction-là, donc je pense, c'est pas la transition, mais c'est plutôt, imagine, une vague infinie, et c'est plutôt, je prends plutôt pour la métaphore d'un train, c'est un train, tu vois, et l'idée, c'est d'essayer de rester le plus longtemps dedans, tu vois, et de jamais tomber, en fait. Et du coup, pour ça, en fait, je pense qu'il faut continuellement apprendre, se former et s'adapter pour pouvoir tirer parti au maximum au début de ces technologies et ensuite vivre avec. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pas la science infuse, je sais pas si ça va être positif ou négatif. Un dernier petit truc que je veux donner, c'est sur l'avenir un peu plus à long terme. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, peut-être, je sais pas si vous écoutez peut-être, je suis pas vous faites partie de ces gens-là. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Beaucoup de gens qui pensent que de toute façon ça sert à rien de se poser la question parce que d'ici 50 ans notre planète sera détruite parce qu'il y a un changement climatique et machin et on pollue trop et ma bite. Bon, sache que il y a pas pire connerie que ça. C'est absolument ridicule de penser ça, c'est vraiment débile au possible, mais scientifiquement comme n'importe quel autre ment. Et là tu me dis ah mais Romain t'es climato-sceptique, t'es complètement cinglé, t'es un complotiste. Ok, bon, déjà tu te calmes. Et ensuite non pas du tout. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les gens ont tendance à aggraver un maximum le problème du changement climatique, et d'ailleurs à bien sous-estimer les autres problèmes, comme par exemple le risque d'une guerre nucléaire ou le risque de l'avènement d'une IA qui marche mal, qui sont des risques, par exemple, scientifiquement bien plus, on va dire, inquiétants que le changement climatique. Non, parce que le changement climatique, en fait, en lui-même, déjà, en fait, il a très peu de chances d'éteindre l'humanité. Mais vraiment extrêmement peu de chance en fait. Alors ça veut pas dire que c'est pas un problème évidemment parce que le changement climatique évidemment va amener son lot de soucis. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas ça qui va être en fait le fait d'augmenter parce que je crois que les prédictions globalement économiques c'est entre 5 et 7 degrés je crois d'ici 150 à 100 ans je crois je pense comme ça. Le fait d'augmenter la température moyenne de la Terre de 5 à 7 degrés ça ne tue pas tous les êtres humains en fait. C'est vraiment ridicule de penser comme ça en fait, c'est débile. Et il suffit juste de réfléchir 30 secondes pour s'en rendre compte. Évidemment, si tu réfléchis pas, tu peux tout à fait aller voir les études qui sont dessus. Je peux te recommander pas mal de trucs là-dessus parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Il y a un bouquin qui s'appelle False Alarm de Björn Lomb en anglais qui est pas mal du tout. Björn quelque chose, mais tu trouveras False Alarm Book, tu vas trouver. Et qui explique du coup il reprend toutes les études et tout, c'est vraiment intéressant. Donc je t'invite à aller voir. Mais surtout en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que évidemment le changement climatique va avoir un impact plus ou moins important sur nos vies, je pense plutôt même moins important, en tout cas c'était en France par exemple, je pense qu'évidemment c'était au milieu de l'Afrique, ça va être différent, hein. Clairement on va pas avoir les mêmes problèmes, c'est clair et net. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est juste ça va arriver, ça c'est sûr. Mais en fait c'est pas ça qui va éteindre l'humanité. Du coup évidemment, est-ce que la question du futur se pose? Oui, évidemment la question du futur se pose, il n'y a même pas de question, et je pense que l'interstitiel va avoir une conséquence sur nos modes de vie qui va être bien plus important que le changement climatique. Donc voilà, c'est important que j'en parle parce que du coup, parce qu'en plus c'est des sujets qui sont très controversés et très politiques et je suis pas du tout un grand fan de ça. Moi, mon expertise c'est la 3D et pas le reste. Mais j'en parle quand même un petit peu. Et c'est important qu'on en parle. J'en parle pas beaucoup, mais j'en parle là parce que je vois beaucoup de gens en fait perdre espoir en fait en mode mais de toute façon le monde est foutu. Donc qu'est-ce que je me fais chier à me former, à m'adapter? De toute façon le monde est foutu. Et en fait, je vois de plus en plus de gens, notamment de jeunes, partir dans cette direction-là. Et déjà, déjà, première chose, ça me fend le cœur en fait d'avoir des gens qui arrivent dans la vie active ou même pas dans la vie active et qui sont déjà déprimés par la vie en fait. Je trouve ça horrible. Et le pire, c'est que je me rends compte que c'est pas de leur. Enfin, ils sont pas responsables. Après, je pense qu'ils sont quand même un minimum responsables de comment ils pensent, mais je pense qu'on leur a tellement martelé le crâne pendant toute la scolarité que réchauffement climatique et tout, que je comprends qu'ils soient déprimés. Hein. En même temps, voilà, si on dit ça toute la journée, je comprends que c'est difficile. Donc ça, j'avoue que ça me fait un petit peu le cœur et je trouve ça même... et les gens qui martèlent le crâne, ça, je trouve que c'est des putains d'internés mentaux et qui peuvent vraiment aller se faire foutre parce que même si c'était vrai, même si dans 50 ans on allait tous crever, le fait de faire ça n'arrange rien, bien au contraire, c'est pire que mieux. Il suffit de voir ce qu'a fait l'Allemagne dans les dernières années, fermer les centrales nucléaires sous cause de bonne conscience écologique et maintenant ils se chauffent au charbon et ils n'ont jamais autant pollué de leur vie. Un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est la conséquence de cette... philosophie débile. Mais peu importe, je m'éloigne un petit peu. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est quoi moi qui est dans la formation des gens, aujourd'hui, mon métier principal, c'est de former des gens, notamment du coup des jeunes. Donc des jeunes, c'est des gens qui ont entre 19 et 30 ans, tu vois. Donc jeunes, pas si jeunes que ça, il y en a même beaucoup plus vieux que moi, mais peu importe. De voir ce genre-là, et notamment les plus jeunes, déprimés à cause de ce genre de trucs, ça me fend le cœur parce que ils sont déprimés pour un truc qui ne va pas arriver, ou potentiellement qui va avoir aucun impact sur leur vie parce qu'ils sont en France. Et en plus de ça, du coup, comme ils sont déprimés, et bah du coup ils font plus rien, et c'est horrible quoi.
Imagine, tu fais ta scolarité, tes études et tout, puis t'arrives et en fait t'es déprimé, tu te dis de toute façon quel intérêt, on va tous crever d'ici 20 ans. C'est des choses qui sont assez dures à voir en fait, parce que quand t'es dans ton... Moi en tout cas, tu vois, moi ça je me rendais pas compte, et je me rends de plus en plus compte depuis que j'enseigne en supérieur, et du coup depuis que je parle en fait à des gens un petit peu plus jeunes à ce niveau-là, à quel point putain, moralement en fait ça va pas en fait. À quel point moralement ça va pas. Et une grosse partie, il n'y a pas que ça, mais une grosse partie vient de là, il y a d'autres problèmes, il y en a plein d'autres, hein, notamment le fait qu'on soit constamment, qu'aujourd'hui c'est très facile d'avoir l'information, et l'information est très négative, beaucoup plus négative qu'avant. Alors il y a plein de raisons à ça, hein, c'est pas forcément des raisons bien ou pas bien, mais c'est des raisons qui sont juste logiques de demande d'attention on va dire d'industrialisation différente du marché de l'attention et du marché de l'information. Mais peu importe, que la raison, encore une fois, comme je dis, la raison n'a pas beaucoup d'importance, hein, ce qui est important c'est qu'est-ce que tu fais avec. Et du coup, ouais, il y a ça aussi qui va jouer, et du coup ça, on va dire, ça participe à une angoisse globale qui je pense que du coup qui est hyper problématique, parce que du coup les gens sont de plus en plus angoissés, et évidemment quand tu es plus angoissé tu crées moins, et quand tu crées moins du coup évidemment tu corriges moins de problèmes, d'accord, et du coup bah, ça peut pas aller mieux, hein, si on part dans ce système là, donc dans tous les cas on va pas dans la bonne direction, peu importe d'ailleurs de ce qui va se passer. Donc je pense que c'est important de relativiser là-dessus, et de bien comprendre que oui il y a un avenir, surtout si t'es en France. En France, le fait que la France prenne 10 degrés, même 10 degrés, alors 10 degrés c'est énorme, c'est pas ce qui va se passer, mais peu importe, c'est les pires scénarios 10 degrés. Même si la France prend 10 degrés dans la gueule, en fait, pour nous il se passera rien en fait. Enfin, je veux dire, on va savoir s'adapter, on sait mettre des clims dans les maisons, etc. Et si tu trouves ça comme raisonnement extrêmement simpliste et débile, je t'invite vraiment à aller faire tes recherches par toi-même et à comprendre en fait ce que c'est le réchauffement climatique, et à comprendre ce que ce n'est pas. Ce n'est pas des famines et une destruction de 15 milliards d'habitants. Ce n'est pas le jour d'après, en fait, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est une progression de la température au fur et à mesure sur 50 à 100 années. Donc, je vais mettre une dizaine de degrés, même si c'est un peu moins, mais peu importe. Qui va avoir un impact, du coup, sur des régions localisées. C'est-à-dire, par exemple, le Centrafrique, oui, là, ça va être un bordel. Alors, ça va être un bordel, ça va avoir en tout cas un impact négatif. Mais par exemple, tu vois, sur des régions qui sont très froides, comme le Canada, la Norvège, la Suède, etc., ça va avoir, du coup, la Russie, etc., ça va avoir des conséquences positives, parce que du coup, la chaleur va se réchauffer, du coup, parce que là-bas, il fait très froid, c'est très difficile, par exemple, d'avoir des bonnes récoltes, etc. Bah, du coup, ou alors, du coup, ça demande beaucoup d'énergie, parce qu'il faut faire des serres, etc. Du coup, ça va simplifier les choses. Donc, évidemment, en fait, on se rend compte que ça se compense. D'ailleurs, j'ai vu des graphiques hyper intéressants, genre, par exemple, parce que du coup, le réchauffement climatique, évidemment, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà 30 ans que ça dure, hein. Je crois qu'on a déjà pris, 3 ou 4 degrés dans la gueule, faudrait que je vérifie, j'espère que je dis pas de bêtises, mais peu importe. Et en fait, on se rend compte que quand tu fais le bilan du nombre de morts dus au changement climatique et le bilan du nombre de gens qui sont pas morts dus au changement climatique, en fait, on se rend compte en fait qu'il y a plus de gens qui sont pas morts que de gens qui sont morts. Donc on se rend compte en fait que c'est pas si binaire que ça. L'erreur aussi, je pense, c'est de prendre le contre-pied et de dire que il n'y a pas de réchauffement climatique, ou de dire que le réchauffement climatique va avoir des impacts positifs. Évidemment, c'est pas le cas. Évidemment, c'est pas le cas. Et il faut pas non plus réfléchir comme ça, mais je pense qu'il faut réfléchir en fait comme tout, hein, en nuances de gris, c'est-à-dire qu'il y a des choses bien et des choses pas bien. Et en fait, à chaque chose pas bien ou bien, il va y avoir des problèmes, et sur ces problèmes, il va y avoir des potentielles solutions, et il faut du coup créer ces potentielles solutions, y réfléchir pour pouvoir s'adapter et avancer. Et ça, tu peux le faire, hein, mettre de l'énergie dans une solution, pour trouver une solution, tu peux le faire que quand tu es confiant dans l'avenir en fait. Et si t'es pas confiant dans l'avenir, si tu es angoissé de ta vie, en fait, c'est très difficile de faire ça. Et le problème, et je pense que c'est un des soucis majeurs qui est en train d'arriver, et en tout cas que je vois, en tout cas moi chez les jeunes que je forme, c'est qu'en fait les gens n'ont plus confiance en l'avenir, ou peu. Et c'est dangereux parce que c'est débile, parce que c'est une idéologie qui est pas du tout fondée en fait scientifiquement. Va voir, lis le bouquin déjà, False Alarm. En anglais, il y a une version française, je crois. Alors c'est pas le même auteur, mais il reprend les mêmes idées. Je crois que c'est la grosse arnaque écologique, un truc comme ça. Alors, le titre est assez assez fort, je trouve, c'est assez marrant. Mais c'est intéressant de voir. De démêler le vrai du faux, des vraies conséquences. Et tu te rends bien compte quand tu réfléchis 30 secondes que le réchauffement climatique peut pas tuer tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est débile. C'est pas comme si la Terre allait prendre genre 30 ou 50 degrés d'un coup, tu vois. C'est pas ça qu'on dit, tu vois. Juste, genre, tu peux juste regarder, tu vois, les prédictions du coup des scientifiques sur ce qui va être causé par le réchauffement climatique, tu vois. Combien de degrés on va prendre d'ici 50, 100, 200 ans, tu vois. Et du coup, après, tu peux regarder les conséquences de ces degrés, tu vois, du coup, la fonte des glaces, etc. Ok, qu'est-ce que ça crée, la fonte des glaces, etc. Et tu peux regarder, en fait, vraiment les vraies conséquences, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que, par exemple, la fonte des glaces, c'est un truc, c'est un phénomène qui est là déjà depuis 30 ans. Et en fait,
quand tu regardais c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder les prédictions qu'on faisait dans les années 80 par exemple avec ça, et on disait déjà qu'il allait y avoir des pays qui allaient essayer de submerger par l'eau, etc. Et ce n'est pas arrivé. Et pourquoi ? Parce qu'en fait on est humain et on n'est pas si débile que ça, et en fait quand on s'est rendu compte que le niveau de la mer allait monter, en fait on a creusé des digues. Et en creusant des digues, du coup, localement le niveau de la mer est resté au même niveau, d'accord, alors qu'il devait monter, mais comme on a creusé des digues, il reste au même niveau, et du coup les pays qui étaient à ce niveau-là ne n'ont pas été engloutis par la mer. Et on se rend compte que du coup, c'est un peu ridicule, enfin je veux dire, on va arrêter de creuser des digues, du coup, on va plus rien faire, on va laisser les gens se faire engloutir par la mer, bah non, on va continuer à creuser des digues, enfin je veux dire, faut être débile, je pense, pour réfléchir comme ça. Donc, tu vois que quand tu prends les modèles scientifiques qui prennent en compte le raisonnement et l'innovation humaine, en fait, tu te rends compte qu'en fait, il va y avoir des conséquences, évidemment, mais ces conséquences, elles sont bien moins dramatiques, ce qu'on veut nous laisser faire croire dans les journaux ou genre de putain de conneries de merde de médias. Et tu vas voir que j'ai un avis très négatif sur les médias parce que je comprends leur fonctionnement, et en fait, leur fonctionnement, il n'est pas compliqué, ils doivent capitaliser sur la peur pour avoir de l'argent. Du coup, ils vont faire tout pour déformer, si ce n'est carrément inventer l'information la plus négative possible. J'ai un avis là-dessus personnel, hein, je trouve que c'est absolument pas bien du tout. Maintenant, encore une fois, comme j'expliquais, le fait de penser que ce soit bien ou pas bien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est juste que maintenant il faut le savoir, et du coup il faut en prendre tout le temps ce qu'on lit dans le titrage d'un journal avec un énorme grain de sel, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit extrapolé, si ce n'est inventé, pour te faire peur et te faire cliquer, tout simplement. Donc voilà, je vais du coup clôturer tranquillement ce podcast sur cette conclusion. Je te demande d'avoir confiance en l'avenir parce que clairement il va se passer des trucs, je pense, qui vont être intéressants, même carrément incroyables. Et je pense que si tu pars d'un mode angoissé et on va tous crever, je vois pas comment ça peut bien se passer en fait. Clairement, je vois pas comment ça peut bien se passer du tout. Il va se passer des choses super intéressantes dans les années à venir, que ce soit dans les futurs proches, même dans les 10-15 prochaines années à venir. Je ne peux que t'inviter, comme je t'ai dit du coup, à rester le plus proche de l'évolution possible et de suivre cette évolution le plus proche possible, de t'adapter au fur et à mesure et de te former au fur et à mesure. Et justement, pour terminer ce podcast, si tu as envie de te former, nous sommes ici, je crois, aujourd'hui le 27 décembre 2022, quand j'enregistre ce podcast. Ouais, c'est ça. Nous, comme tu le sais peut-être, ou tu le sais peut-être pas, je m'appelle Roger du coup, et je suis artiste 3D aujourd'hui depuis une petite dizaine d'années. D'accord. Donc ouais, voilà, j'ai commencé la 3D, je crois que j'avais 12 ans, j'en ai 25 aujourd'hui. Bon, je pense pas que les 3 premières années on pouvait dire que j'étais un artiste, même peut-être, je crois que les dizaines d'années je suis relativement gentil, mais peu importe. J'ai monté ma boîte du coup aujourd'hui il y a 6 ans, et il y a quelques années, du coup maintenant 5 ans, j'ai monté le centre de formation Motion Life Teach, que tu dois certainement connaître, et j'ai monté du coup un ou 2 ans plus tard l'école H3D2. Et l'école H3D2 justement, c'est une école où j'aide les gens à se former en 3D et notamment à la création d'images numériques en général, et c'est pour ça que notamment dans l'école H3D2, là, début janvier, on va avoir des cours qui vont arriver, qui vont être très intéressants, on a déjà des cours sur Midjourney, on va avoir des cours sur Stable Diffusion, qui est une deuxième intelligence artificielle, on va avoir des cours aussi sur Unreal Engine 5 et sur les systèmes de Lumen, etc., qui vont être super cool. Bref, en plus de tous les cours qu'il y a déjà, notamment sur Blender, After Effects, Nuke, Fusion, Resolve, Maya et j'en passe, peu importe. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, tu peux tout à fait te renseigner sur le site de h3d2.school, voir un petit peu ce qu'on propose, parce qu'on a une nouvelle rentrée en début d'année 2023. Donc voilà, si c'est des choses qui t'intéressent, et si tu veux qu'on t'aide, et que je t'aide personnellement à te former, et ben tu n'hésites surtout pas à aller faire un petit tour sur le site, et pourquoi pas me contacter, ce sera avec grand plaisir. Et en tous les cas, et ben je te souhaite une excellente journée, une très très bonne continuation. Je te souhaite de ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle ni des technologies à venir, mais plutôt de comprendre, d'essayer de les comprendre mieux et de voir comment tu peux t'adapter avec et d'adapter ton workflow avec. Et puis je te souhaite de créer les meilleures créations et le meilleur art possible. Voilà. Allez, passe une bonne journée et à bientôt. Salut.